Des jumelles de 13 ans stupéfient le juge par leur génie juridique, choquant toute la salle d'audience. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans le tribunal de Denver était assourdissant lorsque la juge Patricia Hernandez a appelé l'affaire Robert Wilson. Le grand-père de 72 ans était assis, voûté sur sa chaise, ses mains burinées tremblant légèrement alors qu'il faisait face à des accusations de détournement de 75 000 $ de la Fondation pour l'enfance de Denver. « Votre honneur », s'éleva une voix claire et déterminée depuis le public, « nous demandons la permission de témoigner pour la défense de notre grand-père. » Toutes les têtes dans la salle se tournèrent pour voir les jumelles de 13 ans, Madison et Mackenzie Wilson, debout côte à côte, leurs cheveux bruns identiques tirés en queue de cheval soignée, chacune serrant un carnet de notes méticuleusement organisé. Leurs yeux affichaient une maturité qui semblait bien au-delà de leur âge. La juge Hernandez haussa les sourcils de surprise. « Mesdemoiselles, il s'agit d'une procédure pénale sérieuse. »« Nous le comprenons, votre honneur », l'interrompit respectueusement Madison. « C'est précisément pour cela que nous devons parler. Nous vivons avec grand-père Robert depuis 3 ans maintenant, depuis que nos parents sont morts dans cet accident de voiture. Nous le connaissons mieux que quiconque dans cette pièce. » Le procureur Daniel Rodriguez s'agita, mal à l'aise sur son siège. Il s'était préparé à des témoins de moralité, mais pas à des enfants. « Votre honneur, le témoignage de mineurs a certainement autant de validité que n'importe quel autre témoignage oculaire, termina fermement Mackenzie. Nous enquêtons sur cette affaire depuis 4 mois et nous avons des preuves que personne d'autre n'a vues. Les yeux de Robert Wilson s'emplirent de larmes en regardant ses petites filles le défendre avec une détermination inébranlable. C'étaient les mêmes petites filles qui étaient venues à lui, brisées et en deuil, à peine 3 ans auparavant. Maintenant, elles étaient ses championnes, prêtes à se battre pour son honneur alors que tout semblait perdu. La salle d'audience bruissait de conversations chuchotées tandis que la juge Hernandez étudiait les visages sincères des jumelles. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait leur vie à tous pour toujours. 3 ans plus tôt, Robert Wilson était un homme différent. Comptable veuf depuis peu, il profitait de sa retraite. Il passait ses journées à s'occuper de son jardin et à faire du bénévolat à la Fondation pour l'enfance de Denver, où il avait été trésorier pendant 8 ans. Sa vie tranquille fut brisée par un simple coup de téléphone. « Monsieur Wilson, ici le Denver General Hospital. Il y a eu un accident. » Son fils Michael et sa belle-fille Sarah étaient partis en un instant, laissant derrière eux des jumelles de 10 ans qui connaissaient à peine leur grand-père. Madison et Mackenzie arrivèrent dans sa modeste maison avec pour seul bagage leur chagrin et 2 petites valises. « Je ne sais pas comment m'occuper d'enfants », avait murmuré Robert à son voisin cette première nuit, alors que les filles dormaient d'un sommeil agité à l'étage. « J'ai élevé un fils, et regardez le résultat. Il a déménagé à l'autre bout du pays et je le voyais à peine 2 fois par an. Mais l'amour a une façon de nous apprendre ce que nous n'aurions jamais cru pouvoir apprendre. » En quelques mois, Robert avait transformé sa chambre d'amis en un espace joyeux avec des lits jumeaux et un bureau partagé. Il apprit à tresser les cheveux, à préparer les déjeuners pour l'école et à naviguer dans le monde mystérieux des émotions adolescentes. Les jumelles, à leur tour, observaient leur grand-père avec des yeux curieux alors qu'il passait ses soirées à vérifier les comptes de la Fondation avec un soin méticuleux. Elle le voyait froncer les sourcils devant des anomalies, appeler d'autres membres du conseil pour clarifier des dépenses, et ne jamais signer un chèque sans avoir tout vérifié 2 fois. « Pourquoi travailles-tu si dur sur ces papiers, grand-père » avait demandé Mackenzie un soir. « Parce que chaque dollar que nous gérons appartient à des enfants qui ont besoin d'aide, » répondit solennellement Robert. « C'est une confiance sacrée, ma chérie. On ne peut jamais être négligent avec l'espoir des autres. » Ces mots résonneraient dans leur esprit 6 mois plus tôt, lorsque les accusations avaient fait surface, lançant les jumelles sur un chemin qui mettrait à l'épreuve tout ce que leur grand-père leur avait enseigné sur la vérité, la justice et le pouvoir de l'observation attentive. 4 mois avant le procès, le foyer des Wilson avait été bouleversé par un coup frappé à la porte. L'inspectrice Maria Santos se tenait sur leur porche avec un mandat de perquisition, son expression à la fois désolée et ferme. « De quoi s'agit-il » demanda Robert, le visage blême, tandis que les agents commençaient à examiner son bureau à domicile. « Des allégations de détournement de fonds de la Fondation pour l'enfance de Denver, monsieur. Nous devons examiner vos dossiers financiers. » Depuis l'escalier, les jumelles regardaient le monde de leur grand-père s'effondrer. Madison saisit la main de Mackenzie alors qu'elles entendaient des bribes de phrases comme 75 000 $ et vol systématique sur 6 mois. Cette nuit-là,
Après que Robert se fut couché tôt avec une migraine, les jumelles s'assirent dans leur chambre, le carnet de Madison ouvert entre elles. « Ça n'a aucun sens, murmura Madison. Tu te souviens comment grand-père nous fait toujours compter notre argent de poche 2 fois avant de le dépenser? Il est obsédé par la prudence avec l'argent. » Mackenzie hocha la tête, pensive. Et cette fois où il a trouvé un billet de 20 $ sur le parking de l'épicerie? Il a passé 1 heure à essayer de retrouver le propriétaire avant de le remettre au service client. Nous devons l'aider, déclara Madison. Mais nous devons être intelligentes. Le lendemain, à l'école, elles approchèrent leur professeur préféré, Madame Sarah Coleman, qui connaissait leur famille depuis leur entrée au collège Jefferson. Madame Coleman, commença prudemment Madison, si nous voulions faire un projet de recherche sur l'investigation des incohérences dans les accusations, nous aideriez-vous à comprendre comment documenter correctement les preuves? Madame Coleman étudia leur visage sérieux. Elle avait entendu parler de la situation de Robert par le réseau de parents de l'école et se doutait que l'intérêt soudain des jumelles pour les méthodes d'enquête n'était pas une coïncidence. Les projets de recherche exigent une observation systématique et une documentation soignée, dit-elle lentement. Mais ils exigent aussi la permission des parents ou tuteurs pour visiter des lieux en dehors de l'école. En 1 semaine, les jumelles obtinrent la permission officielle pour leur projet d'études sociales et commencèrent leur enquête minutieuse sur la fondation même où leur grand-père avait mis tout son cœur pendant 8 ans. La Fondation pour l'enfance de Denver occupait un joyeux bâtiment jaune du centre-ville, rempli des rires d'enfants participant à des programmes périscolaires. Les jumelles s'y rendaient 2 fois par semaine, officiellement pour aider les plus jeunes à faire leurs devoirs, mais en réalité pour observer les schémas qu'elles avaient commencé à remarquer. Stephen Parker, le directeur administratif, était un homme nerveux d'une 30aine d'années qui semblait toujours vérifier son téléphone. Les jumelles remarquèrent qu'il devenait particulièrement agité chaque fois que Robert était absent de ses services de bénévolat habituels. « Les filles, vous n'avez pas besoin d'être ici aujourd'hui », avait dit Stephen un mardi après-midi, alors que Robert était à un rendez-vous chez le médecin. « Vous devriez peut-être rentrer plus tôt. » Mais Madison et Mackenzie restèrent, aidant tranquillement les enfants avec leurs devoirs tout en gardant les yeux et les oreilles ouverts. Elles regardèrent Stephen accéder au système informatique qui exigeait 2 signatures pour toute transaction financière importante, celle de Robert et la sienne. « C'est normal », chuchota Mackenzie à Madison en rentrant chez elle. Grand-père a expliqué que la fondation exige une double autorisation pour empêcher une seule personne d'utiliser les fonds à mauvais escient. Alors pourquoi Stephen a-t-il l'air si coupable à chaque fois qu'il utilise le système quand grand-père n'est pas là, se demanda Madison à voix haute. Les jumelles commencèrent à documenter leurs observations avec la précision méthodique que leur grand-père leur avait enseignée sans le savoir. Madison suivait les schémas comportementaux de Stephen, notant sa nervosité accrue à des dates précises. Mackenzie se concentrait sur les conversations surprises, notant soigneusement des fragments d'appels téléphoniques qui semblaient suspects. Un après-midi, elles surprirent Stephen au téléphone dans son bureau. « Je sais que l'hôpital ne peut plus attendre. Oui, je peux trouver l'argent, mais il me faut une autre semaine. Mon fils a besoin de cette opération maintenant. » Les jumelles échangèrent un regard. Elles commençaient à voir un schéma se dessiner, mais elles avaient besoin de plus de preuves avant de pouvoir comprendre ce que cela signifiait vraiment. Ce qu'elles ne réalisaient pas, c'est que leurs observations attentives étaient sur le point de révéler une vérité qui choquerait toutes les personnes impliquées, y compris Stephen Parker lui-même. La percée eut lieu lorsque Madison découvrit quelque chose de crucial en aidant son grand-père à organiser ses rendez-vous médicaux. Robert gérait un diabète depuis plusieurs années, ce qui nécessitait des visites régulières chez son endocrinologue, la docteure Patricia Martinez. « Grand-père, tu as beaucoup de rendez-vous chez le médecin marqués dans ton calendrier », observa nonchalamment Madison alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine. « Le diabète ne se gère pas tout seul, ma chérie, » soupira Robert. « La docteure Martinez insiste pour me voir toutes les 2 semaines afin de surveiller ma glycémie. Ça a été tout un parcours ces 6 derniers mois. » Madison nota soigneusement les dates dans son carnet d'enquête. Le soir même, elle les compara avec la chronologie que l'inspectrice Santos avait mentionnée lors de la perquisition. Les dates des prétendus détournements de fonds. « Mackenzie, regarde ça », chuchota-t-elle, excitée. Chaque date où de l'argent aurait disparu, grand-père était au cabinet de la docteure Martinez. Regarde, 15 mars, visite chez le médecin, 15 mars, vol présumé. 2 avril, visite chez le médecin, 2 avril, vol présumé. Ce n'est pas une coïncidence, souffla Mackenzie.
Quelqu'un savait exactement quand grand-père serait absent de la fondation. Les jumelles réalisèrent qu'elles avaient besoin des dossiers médicaux pour prouver où se trouvait leur grand-père, mais elles savaient aussi qu'elles devaient obtenir la permission de Robert lui-même. Cette conversation eut lieu le lendemain matin au petit déjeuner. « Grand-père, » commença prudemment Madison, « nous pensons que quelqu'un à la fondation a profité de tes absences programmées pour faire des choses dont on t'accuse. » La tasse de café de Robert s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Que veux-tu dire ? » « Nous avons observé et écouté, » expliqua Mackenzie. « Stephen Parker agit toujours bizarrement quand tu n'es pas là, et nous l'avons entendu parler du besoin d'argent pour l'opération de son fils. » Le visage de Robert devint pensif. Le petit garçon de Stephen a des problèmes cardiaques. L'opération est coûteuse et je sais que son assurance a refusé de couvrir la procédure expérimentale. Nous avons besoin de tes dossiers médicaux pour prouver où tu étais ces jours-là, dit fermement Madison. Nous aideras-tu à les obtenir ? Pour la première fois depuis des mois, Robert Wilson sourit avec un espoir sincère. Ses petites filles se battaient pour lui avec la même attention méticuleuse aux détails qu'il leur avait enseigné par des années d'exemples patients. « Appelons la docteure Martinez tout de suite, » dit-il en attrapant le téléphone. « Il est temps de prouver la vérité. » La docteure Patricia Martinez était le médecin de Robert Wilson depuis plus de 5 ans, et elle se souvenait de lui comme l'un de ses patients les plus consciencieux. Lorsque les jumelles expliquèrent leurs besoins de dossiers médicaux pour établir les allées et venues de leur grand-père, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. « Monsieur Wilson n'a jamais manqué un rendez-vous en 5 ans, » confirma la docteure Martinez lors de leur rencontre. « À chaque date que vous avez mentionnée, il était ici pendant exactement 2 heures, 1 heure pour l'examen et la prise de sang, 1 heure d'attente pour les résultats. » Armées de documents médicaux officiels, les jumelles sentaient qu'elles avaient bâti une base solide pour la défense de leur grand-père. Mais elles savaient qu'elles avaient besoin de plus. Elles devaient démontrer quel genre d'homme était vraiment Robert Wilson. Ce soir-là, elles demandèrent à leur grand-père de leur raconter des histoires qu'elles n'avaient jamais entendues auparavant, sur sa vie avec leur grand-mère, son service militaire et son dévouement à aider les autres. « Après la mort de votre grand-mère, » partagea Robert à voix basse, « je ne savais pas comment continuer. La fondation m'a donné un but. Chaque enfant que nous aidons là-bas me rappelle que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un meurt, il trouve juste de nouvelles façons de grandir. » Madison documenta soigneusement ces conversations, mais elle fit aussi une autre découverte en organisant les papiers personnels de Robert. Cachés dans le tiroir de son bureau se trouvaient 2 enveloppes scellées, marquées pour Madison et pour Mackenzie, au cas où je ne rentrerais pas à la maison. Les mains tremblantes, elles ouvrirent les lettres que leur grand-père avait écrites en prévision d'une possible condamnation. « Mes très chères petites filles, » commençait l'écriture soignée de Robert, « si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été reconnu coupable d'un crime que je n'ai pas commis. S'il vous plaît, ne laissez pas cela détruire votre foi en la justice ou en la bonté des gens. Parfois, la vérité met du temps à émerger, mais elle le fait toujours. » Les lettres continuaient avec des souvenirs de leurs parents, des conseils pour leur avenir et des expressions de fierté pour les jeunes femmes qu'elles devenaient. Plus important encore, Robert avait écrit des instructions détaillées pour la poursuite de leurs études et de leurs soins, révélant qu'il avait secrètement vendu la montre vintage de son père, son bien le plus précieux, pour s'assurer qu'elles auraient des fonds pour l'université, quoi qu'il lui arrive. Quand elles finirent de lire, les 2 jumelles pleuraient. Elles comprenaient enfin toute l'ampleur du sacrifice et de l'amour de leur grand-père. Le lendemain, elles partageraient non seulement les preuves de son innocence, mais aussi le témoignage de la profondeur de son caractère. La vérité était sur le point de les libérer tous, mais d'abord, elles devaient trouver le courage de la dire devant une salle pleine d'inconnus. La salle d'audience était comble lorsque Madison et Mackenzie Wilson prirent place à la barre des témoins. La juge Hernandez avait longuement délibéré en chambre pour savoir si elle devait autoriser des enfants mineurs à témoigner, décidant finalement que leurs observations directes étaient pertinentes pour l'affaire. Le procureur Rodriguez restait sceptique. « Votre honneur, bien que je respecte le désir de ces jeunes filles d'aider leur grand-père, nous ne pouvons pas laisser des appels émotionnels éclipser des preuves concrètes d'irrégularité financière. » L'avocat de la défense, Marcus Thompson, se leva pour s'adresser à la cour. « Votre honneur, ces témoins ont compilé une documentation systématique qui se rapporte directement à la chronologie des crimes présumés. Leur témoignage est factuel, pas émotionnel. » Madison parla la première, sa voix claire et stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Nous avons créé une chronologie montrant que grand-père Robert était au cabinet de la docteure Martinez à chaque fois que de l'argent aurait disparu.
Nous avons les dossiers médicaux qui le prouvent. Elle présenta la documentation soigneusement organisée, expliquant comment elles avaient croisé les horaires de rendez-vous avec les dates de transactions bancaires. La salle d'audience écoutait, fascinée, une jeune fille de 13 ans démontrer des compétences d'enquête qui avaient échappé aux adultes impliqués dans l'affaire. Mackenzie partagea ensuite leurs observations comportementales sur Stephen Parker. Nous avons remarqué que M. Parker devenait très nerveux chaque fois que grand-père n'était pas à la fondation. Nous avons également surpris des conversations téléphoniques sur des factures d'hôpital et un besoin urgent d'argent. Objection, interrompit Rodriguez. Oui, dire de la part de mineurs, votre honneur. Je permets le témoignage concernant les observations directes des schémas comportementaux, l'interrompit la juge Hernandez. Alors que Mackenzie poursuivait son témoignage, décrivant les actions suspectes de Stephen et sa détresse apparente concernant les besoins médicaux de son fils, l'atmosphère de la salle commença à changer. Même Rodriguez se retrouva penché en avant, intrigué par l'approche méthodique de ces jeunes filles. Robert Wilson regardait ces petites filles, des larmes coulant sur son visage. C'étaient les mêmes petites filles qui étaient arrivées sur le pas de sa porte 3 ans plus tôt, brisées et perdues. Maintenant, elle se tenait devant un tribunal, se battant pour son honneur avec un courage et une intelligence qui lui coupaient le souffle. Mais le moment le plus dramatique était encore à venir. Dans le public, Stephen Parker avait écouté chaque mot, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque révélation. Finalement, alors que le poids de voir un homme innocent souffrir devenait insupportable, il se leva brusquement. « Votre honneur », la voix de Stephen se brisa, « je dois avouer quelque chose. » Les paroles de Stephen Parker provoquèrent une onde de choc dans la salle d'audience. La juge Hernandez appela immédiatement à l'ordre alors que le public éclatait en conversations chuchotées et en halètements de surprise. « Monsieur Parker, » dit sévèrement la juge, « vous n'êtes actuellement pas sous serment, et je dois vous avertir que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans une procédure judiciaire. »« Je comprends, votre honneur, » répondit Stephen, la voix tremblante. Mais je ne peux pas rester assis ici à regarder M. Wilson être détruit pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ces filles ont raison sur toute la ligne. La confession de Stephen se déroula comme les pièces d'un puzzle tragique qui finissait par s'assembler. Son fils de 2 ans, Marcus, était né avec une malformation cardiaque congénitale rare, nécessitant une chirurgie expérimentale qui coûtait exactement 75 000 $. Lorsque leur compagnie d'assurance refusa de couvrir les frais, qualifiant la procédure des expérimentales, Stephen et sa femme furent confrontés à un choix impossible, regarder leur enfant mourir ou trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. Je connaissais le calendrier médical de Robert, admit Stephen, sa voix à peine plus qu'un murmure. En tant que directeur administratif, j'avais une autorité de co-signature légitime pour les situations d'urgence. Je me suis dit que j'empruntais l'argent, que je le remplacerais quand nous aurions vendu notre maison. Les jumelles écoutaient avec un mélange de justification et de chagrin. Elles avaient eu raison sur le comportement de Stephen, mais n'avaient pas pleinement compris les circonstances désespérées qui le motivaient. Le protocole d'urgence de la Fondation permet au directeur administratif d'autoriser des transactions lorsque le trésorier est indisponible, continua Stephen. Il est conçu pour les vraies urgences, catastrophes naturelles, réparations urgentes. Je l'ai perverti pour voler les enfants que nous étions censés protéger. La juge Hernandez maintint son expression sévère. Monsieur Parker, comprenez-vous que vous êtes essentiellement en train d'avouer un détournement de fonds en pleine audience? Oui, votre honneur. Et j'ai les 75 000 $ au complet, prêts pour une restitution immédiate, plus les intérêts. Nous avons vendu notre maison il y a 3 semaines. Robert Wilson se leva lentement, ses jambes instables après des mois de stress et d'inquiétude. Stephen, dit-il doucement, pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Nous aurions pu trouver une solution. La Fondation a des programmes d'aide d'urgence pour les familles des employés. Les larmes de Stephen coulaient librement maintenant. J'étais trop fier, trop honteux. Et puis, quand l'enquête a commencé à pointer vers vous, j'ai eu trop peur de me dénoncer. Ces filles ont montré plus de courage en 4 mois que je n'en ai montré dans toute ma vie. Madison et Mackenzie échangèrent un regard, le cœur lourd face à la complexité de la situation. Elles avaient résolu le mystère, mais la solution révélait une tragédie bien plus profonde qu'un simple vol. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour dramatique au tribunal, et la famille Wilson avait appris à vivre avec les émotions complexes qui avaient suivi la confession de Stephen Parker.
Âgés de 16 ans, Madison et Mackenzie étaient en terminale au lycée Jefferson, leur réputation pour la pensée analytique et l'équité bien établie parmi leurs camarades. Robert, maintenant âgé de 75 ans, avait été entièrement blanchi et avait repris son bénévolat à la Fondation pour l'enfance de Denver avec un objectif renouvelé. L'expérience lui avait appris de précieuses leçons sur la reconnaissance des signes de détresse des employés, et il avait aidé à mettre en place de nouveaux systèmes de soutien pour le personnel confronté à des crises personnelles. Stephen Parker avait purgé sa peine grâce à un programme innovant de justice réparatrice, restitution complète de 75 000 $, plus 15 000 $ d'intérêt, combiné à 200 heures mensuelles de bénévolat utilisant ses compétences comptables pour des audits d'organismes à but non lucratif. Son fils Marcus, maintenant âgé de 5 ans, était en bonne santé et s'épanouissait après l'opération réussie. Stephen était devenu un ardent défenseur de la transparence et de la responsabilité financière dans le secteur non lucratif. Les jumelles avaient canalisé leur expérience du tribunal dans des activités scolaires qui reflétaient leur intérêt croissant pour la justice et la recherche de la vérité. Madison était présidente du club de procès simulé, tandis que Mackenzie dirigeait le comité de responsabilité du gouvernement étudiant, qui assurait un rapport transparent de l'utilisation des frais de scolarité. Vous savez ce que j'ai appris de l'affaire de grand-père Robert, dit Madison lors d'une présentation scolaire sur leur travail bénévole. La vérité n'est pas toujours évidente en surface. Parfois, il faut creuser plus profondément, poser de meilleures questions et observer les schémas sur le long terme. Leur méthodologie, observation systématique, corrélation chronologique et analyse des schémas comportementaux, était devenue leur approche signature pour la résolution de problèmes. Les enseignants les consultaient régulièrement pour enquêter sur des fautes académiques, et leur directeur leur avait demandé d'aider à redéfinir le code d'honneur de l'école. Plus important encore, elles avaient appris que la justice n'était pas seulement une question de punition. Elle concernait la compréhension, la restauration et la prévention de préjudices futurs. Le cas de Stephen Parker leur avait enseigné que les bonnes personnes font parfois des choix terribles face à des circonstances impossibles. Alors qu'elles préparaient leur dossier d'admission à l'université, les deux jumelles savaient que leur avenir était dans le droit, mais leur approche serait toujours teintée par les leçons apprises dans cette salle d'audience de Denver, alors qu'elles n'avaient que 13 ans. À 22 ans, Madison et Mackenzie Wilson obtinrent leur diplôme de la faculté de droit de l'Université du Colorado avec des spécialisations qui reflétaient leur perspective unique sur la justice. Madison se concentra sur le droit de la famille avec un accent sur la protection des aînés, tandis que Mackenzie se spécialisa dans la conformité des entreprises et la prévention de la fraude financière. Leur thèse de fin d'études, analyse des schémas comportementaux dans les crimes financiers contre les populations vulnérables, avait attiré l'attention de plusieurs cabinets d'avocats et organisations de défense. Les jumelles avaient affiné la méthodologie d'enquête qu'elles avaient développée à l'adolescence, créant une approche systématique pour identifier les abus financiers que les méthodes d'audit traditionnelles manquaient souvent. Au cours de leur dernier semestre, elles firent un stage ensemble chez Martinez & Associates, un cabinet spécialisé dans les cas de maltraitance des personnes âgées. Leur avocate superviseur, Maria Martinez, fut impressionnée par leur approche non conventionnelle mais efficace de l'enquête. La plupart des étudiants en droit se concentrent sur les précédents juridiques et les stratégies de prétoire, observa Maria lors de leur évaluation finale. Vous deux, vous abordez les cas comme des détectives, à la recherche d'incohérences comportementales et de corrélations chronologiques qui révèlent l'histoire humaine derrière les questions juridiques. Leur stage impliquait 17 cas de suspicion d'abus financiers sur des personnes âgées, allant de membres de la famille volant des parents vieillissants à des soignants exploitant leur position de confiance. Dans 14 de ces cas, l'analyse des schémas des jumelles avait révélé des preuves que des méthodes d'enquête plus traditionnelles avaient manqué. Un cas particulier résonna profondément avec leur expérience personnelle. Margaret Chen, une femme âgée, avait été systématiquement escroquée par son aide à domicile, qui avait un accès légitime à ses comptes financiers pour payer les factures. Les jumelles reconnurent le même schéma qu'elles avaient observé avec Stephen Parker, une personne avec un accès autorisé abusant de cette confiance pendant des périodes d'absence prévisibles. L'idée clé, expliqua Mackenzie à leurs camarades de classe lors d'une présentation, est de comprendre que l'abus financier se produit souvent au sein de relations légitimes. Ce ne sont pas des étrangers qui s'introduisent par effraction, ce sont des personnes de confiance qui élargissent progressivement leur accès autorisé. Leur professeur, le Dr James Richardson, les encouragea à envisager une carrière universitaire. Votre approche pourrait révolutionner la façon dont nous enseignons l'enquête sur les crimes financiers. Avez-vous pensé à poursuivre des recherches supérieures?
Mais les jumelles avaient d'autres projets. Elles voulaient pratiquer le droit, pas seulement l'étudier. Plus important encore, elles voulaient aider les familles à naviguer dans le même genre de crise qu'elles avaient affronté avec leur grand-père. Leur expérience personnelle leur avait donné des perspectives qu'aucun manuel ne pouvait fournir. À 25 ans, Madison et Mackenzie Wilson ouvrirent leur cabinet dans le centre-ville de Denver, à seulement 6 pâtés de maison du tribunal où elles avaient témoigné 12 ans plus tôt. Wilson & Wilson, protection des aînés et justice financière, se spécialisait dans les cas d'exploitation d'adultes vulnérables, avec un accent sur les situations où l'abus se produisait au sein de relations de confiance. Leur approche, désormais officiellement connue sous le nom de méthode Wilson, combinait l'enquête juridique traditionnelle avec une analyse comportementale systématique et une corrélation chronologique. Elles avaient développé des protocoles standardisés pour documenter les schémas suspects, croiser les horaires médicaux avec les transactions financières et identifier les profils psychologiques des individus qui abusent de leur position de confiance. L'efficacité de la méthode attira rapidement l'attention dans les cercles juridiques. Contrairement aux approches traditionnelles qui se concentrent principalement sur les audits financiers après qu'une activité suspecte ait déjà été soupçonnée, la méthode Wilson pouvait identifier les schémas d'abus potentiels avant que des dommages importants ne se produisent. Leur première grande affaire concerna la famille Reese, où Dorothy Reese, 78 ans, soupçonnait son neveu James de faire un mauvais usage de sa procuration. L'audit traditionnel n'avait trouvé aucune irrégularité évidente, mais les jumelles appliquèrent leur analyse chronologique et découvrirent que des activités financières inhabituelles se produisaient systématiquement pendant les rendez-vous de dialyse de Dorothy, des moments où James savait exactement où elle serait pour des périodes prévisibles de 3 heures. La beauté de la méthode Wilson, expliqua Madison lors d'une conférence d'avocats spécialisés en droit des aînés, c'est qu'elle reconnaît des schémas que les audits financiers manquent. Les utilisateurs autorisés ne laissent pas de traces évidentes de vol, ils laissent des traces comportementales de culpabilité et d'opportunité. En 3 ans, leur méthodologie avait été adoptée par les agences de protection des aînés dans 12 États. Le département des services humains du Colorado rapporta un taux de réussite de 89% dans la détection des abus financiers lorsque la méthode Wilson était correctement mise en œuvre, contre 34% avec les approches d'audit traditionnelles. Mackenzie avait développé les protocoles de formation, enseignant à d'autres avocats et travailleurs sociaux à reconnaître les signes subtils qu'elles avaient observés pour la première fois dans le comportement de Stephen Parker, une énergie nerveuse autour de la personne vulnérable, un intérêt excessif pour ses horaires médicaux, une résistance à la transparence sur les décisions financières. Ce sont des signaux d'alarme que les chiffres seuls ne révèlent pas. Mais peut-être plus significativement, leur travail avait attiré l'attention de Stephen Parker lui-même, qui avait terminé son service communautaire et travaillait maintenant comme consultant en transparence financière pour les organismes à but non lucratif. Il les approcha avec une proposition qui mettrait à l'épreuve tout ce en quoi elle croyait en matière de justice, de rédemption et de seconde chance. La proposition de Stephen Parker était à la fois surprenante et controversée. Il voulait travailler avec les jumelles Wilson pour développer des programmes de formation qui aideraient les organisations à but non lucratif à prévenir le type d'abus financier qu'il avait commis 8 ans plus tôt. « Je sais que je suis probablement la dernière personne avec qui vous voulez vous associer », dit Stephen lors de leur première réunion dans les bureaux de Wilson & Wilson. « Mais je comprends la mentalité de quelqu'un qui abuse d'un accès autorisé, parce que je suis passé par là. Je peux enseigner aux organisations à reconnaître des signes avant-coureurs que même votre méthode pourrait manquer. » Les jumelles se retrouvèrent face à un dilemme éthique qui faisait écho à la complexité de l'affaire initiale de leur grand-père. Stephen avait payé sa dette à la société, effectué une restitution complète et passé des années à œuvrer pour empêcher les autres de faire ces erreurs. Son fils Marcus, maintenant âgé de 10 ans et en bonne santé, réussissait à l'école et ignorait tout du passé criminel de son père. « Il ne s'agit pas de pardon », dit prudemment Madison. « Il s'agit d'efficacité. Si vos connaissances peuvent empêcher d'autres familles de vivre ce que grand-père Robert a vécu, alors nous avons l'obligation d'y réfléchir. » Mackenzie était plus sceptique. Mais comment savoir que ce n'est pas juste une tentative de réhabiliter votre réputation? Comment savoir que vos motivations sont sincères? La réponse de Stephen les surprit toutes les deux. Vous ne le savez pas, et vous ne devriez pas me croire sur parole. Appliquez votre propre méthode pour m'évaluer. Observez mes schémas comportementaux au cours des 8 dernières années, croisez mes heures de bénévolat avec mes déclarations financières, parlez aux familles que j'ai aidées et aux organisations où j'ai travaillé. Si votre analyse révèle des incohérences ou des signaux d'alarme, alors ne travaillez pas avec moi.
C'était sans précédent, un partenaire potentiel demandant essentiellement à être enquêté par la méthode même qu'il espérait aider à améliorer. Les jumelles passèrent 6 semaines à mener une analyse approfondie de la vie de Steven après sa condamnation, interrogeant ses superviseurs, examinant ses dossiers financiers et observant ses interactions avec des populations vulnérables pendant son bénévolat. Leur conclusion était complexe mais claire. Steven Parker avait véritablement transformé sa vie, mais plus important encore, sa connaissance de l'intérieur de la psychologie de l'abus financier pouvait aider à renforcer leur méthode de prévention d'une manière qu'elle n'avait pas envisagée. Robert Wilson, maintenant âgé de 78 ans et toujours bénévole à la Fondation pour l'enfance de Denver, donna sa bénédiction au partenariat. La rédemption ne consiste pas seulement à payer pour ses erreurs, dit-il à ses petites filles. Il s'agit d'utiliser ces erreurs pour empêcher les autres de subir le même préjudice. Le terrain d'essai pour leur méthodologie améliorée arriva plus tôt que prévu. Margaret Thompson, une enseignante à la retraite de 79 ans, fut référée à Wilson & Wilson par ses voisins inquiets. Ses petits-fils jumeaux de 14 ans, Kevin et Kyle, avaient approché leur conseiller scolaire avec des soupçons concernant l'aide à domicile de leur grand-mère, David Cruz. L'affaire était remarquablement similaire à la situation de Robert Wilson 20 ans plus tôt, une personne âgée avec des besoins médicaux légitimes, un soignant avec un accès autorisé aux comptes financiers, et de jeunes parents observateurs qui remarquaient des incohérences comportementales que les adultes avaient manquées. David devient toujours nerveux quand grand-mère a des rendez-vous chez le médecin, expliqua Kevin lors de leur première consultation. Et il essaie de nous tenir à l'écart de la maison ces jours-là, ajouta Kyle. Nous avons commencé à noter quand des choses bizarres se produisent, tout comme vous deux l'avez fait avec votre grand-père. David parle au téléphone d'un besoin d'argent, et c'est toujours les jours où grand-mère n'est pas à la maison. Madison et Mackenzie échangèrent un regard, voyant leurs propres alter-ego de 13 ans se refléter dans ces adolescents sincères. Les jumelles appliquèrent la méthode Wilson au cas de Margaret, mais cette fois, elles bénéficiaient des connaissances supplémentaires de Steven Parker sur les schémas psychologiques des abuseurs financiers. Les soignants qui abusent de leur position développent souvent des comportements rituels autour de leurs crimes, expliqua Steven lors de leur réunion de cas. Ils se convainquent qu'ils empruntent, pas qu'ils volent, alors ils créent des justifications élaborées et des schémas de synchronisation qui les font se sentir moins coupables. L'enquête approfondie révéla que David transférait systématiquement de l'argent pendant les rendez-vous de dialyse de Margaret, utilisant sa carte de débit pour des avances de fonds qu'il classait comme des dépenses médicales d'urgence. Le moment était si précis et prévisible qu'il créait une signature comportementale claire. Confronté aux preuves, David s'effondra et avoua, révélant qu'il avait besoin d'argent pour les traitements contre le cancer de sa mère au Mexique. Comme Steven Parker des années plus tôt, il avait commencé avec de bonnes intentions mais avait franchi des limites éthiques et légales lorsque le désespoir l'avait emporté sur le jugement. Margaret Thompson choisit de gérer la situation par la justice réparatrice plutôt que par des poursuites pénales, David effectuant une restitution complète et acceptant un service communautaire tout en recevant de l'aide pour trouver des ressources légitimes pour les soins médicaux de sa mère. En regardant la réponse compatissante de leur grand-mère à la confession de David, Kevin et Kyle apprirent la même leçon que les jumelles Wilson avaient assimilée des années plus tôt, la justice ne concerne pas seulement la punition, elle concerne la compréhension, la prévention et l'aide aux gens pour trouver de meilleurs choix face à des circonstances impossibles. À 35 ans, Madison et Mackenzie Wilson se tenaient devant un auditorium comble à la Conférence nationale sur la protection des aînés, acceptant le prestigieux prix de l'innovation en pratique juridique pour la méthode Wilson. Leur approche systématique de la détection des abus financiers avait été adoptée par des agences dans 42 États et avait permis d'éviter environ 12 millions de dollars d'exploitation financière des aînés au cours de la dernière décennie. Ce prix appartient à notre grand-père, Robert Wilson, dit Madison lors de leur discours d'acceptation. Il nous a appris que protéger les personnes vulnérables n'est pas seulement une obligation professionnelle, c'est une confiance sacrée qui exige à la fois une vigilance systématique et une compassion sincère. Les statistiques étaient impressionnantes. Les organisations utilisant la méthode Wilson détectaient 89% des cas d'abus financiers dans les 3 premiers mois, contre des taux de détection de 34% avec les approches d'audit traditionnelles. Plus important encore, la détection précoce signifiait des pertes financières moindres et moins de traumatisme psychologique pour les victimes. Steven Parker, maintenant un consultant respecté qui avait formé plus de 1500 employés d'organismes à but non lucratif au protocole de transparence financière, regardait depuis le public avec une satisfaction discrète.
Son partenariat avec les jumelles Wilson avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Un système de prévention complet qui abordait à la fois les aspects techniques et psychologiques de l'abus financier. La chose la plus importante que nous ayons apprise, dit Mackenzie au public, c'est que l'abus financier se produit rarement de manière isolée. Il est généralement lié à des crises personnelles, des problèmes de santé mentale ou des défaillances systémiques dans les systèmes de soutien. La prévention exige de s'attaquer à ces causes profondes, pas seulement de mettre en place de meilleures mesures de sécurité. Dans le public, Robert Wilson était assis dans son fauteuil roulant, maintenant âgé de 88 ans et gérant les premiers stades de la démence vasculaire liés à son diabète de longue date. Ses petites filles étaient devenues ses soignantes à plein temps, appliquant les mêmes protocoles de protection qu'elles avaient développés professionnellement pour assurer sa sécurité et sa dignité. L'ironie ne leur échappait pas. Les mêmes compétences d'observation systématique qu'elles avaient développées à 13 ans pour protéger leur grand-père étaient maintenant utilisées pour prendre soin de lui dans ses années de déclin. Leur succès professionnel était né directement de leur expérience personnelle, créant un héritage qui leur survivrait à tous. Mais peut-être que la reconnaissance la plus significative ne venait pas des prix professionnels, mais des familles comme les Rees, les Thompson et des dizaines d'autres qui avaient été protégées de l'exploitation financière parce que deux adolescentes avaient refusé d'accepter la culpabilité de leur grand-père sans enquêter sur la vérité par elles-mêmes. Un mardi matin tranquille de mars, Robert Wilson s'éteignit paisiblement dans son sommeil à l'âge de 88 ans, 16 ans après ce jour dramatique au tribunal de Denver. Ses petites filles, maintenant âgées de 38 ans, étaient assises à côté de son lit, lui tenant les mains alors qu'il rendait son dernier souffle, le cœur rempli de gratitude pour l'homme qui avait façonné leur vie avec patience, intégrité et un amour inconditionnel. Le service funéraire à l'église épiscopale Saint-Mathieu affichait complet. Des représentants de 127 familles qui avaient été protégées par la méthode Wilson étaient venus lui rendre hommage, ainsi que des collègues des forces de l'ordre, des services sociaux et des organisations de défense juridique de tout le pays. Stephen Parker prit la parole lors du service, sa voix stable mais émue. Robert Wilson m'a appris que la rédemption ne consiste pas à effacer nos erreurs. Il s'agit de les utiliser pour mieux servir les autres. Il aurait pu me détruire quand j'ai avoué l'avoir piégé, mais au lieu de cela, il a choisi de comprendre, de pardonner et de m'aider à trouver un chemin. Cette grâce a changé non seulement ma vie, mais aussi la vie de chaque famille que nous avons pu protéger depuis. Dans les semaines qui suivirent la mort de Robert, Madison et Mackenzie créèrent l'Institut Robert Wilson pour la protection des aînés, une organisation à but non lucratif dédiée à la formation des familles, des soignants et des organisations communautaires pour reconnaître et prévenir les abus financiers. Les 3 programmes principaux de l'Institut reflétaient tout ce que leur grand-père leur avait enseigné sur la protection des personnes vulnérables. Le programme de tuteur familial enseignait aux parents comment mettre en œuvre une surveillance systématique des affaires financières des membres âgés de la famille sans être intrusif ou irrespectueux. Le programme de certification des soignants offrait une formation sur les normes éthiques et la gestion financière transparente pour les soignants professionnels, et l'initiative de surveillance communautaire aidait les voisins et les amis à reconnaître les signes avant-coureurs d'exploitation. Leur premier cas à l'Institut arriva juste 3 mois après la mort de Robert. Des jumelles de 12 ans, Emma et Ella Martinez, les approchèrent avec des inquiétudes concernant le neveu de leur arrière-grand-père, qui semblait faire pression sur l'homme âgé pour qu'il signe des documents financiers lors des visites familiales. Alors que Madison et Mackenzie étaient assises en face de ces jeunes filles sincères, si réminiscentes d'elles-mêmes 25 ans plus tôt, elles ressentirent la profonde satisfaction de savoir que l'héritage de leur grand-père continuerait à protéger les familles pour les générations à venir. L'âge n'a pas d'importance quand il s'agit d'observer un comportement suspect, dit Mackenzie à Emma et Ella lors de leur première réunion. Ce qui compte, c'est de savoir quoi chercher, comment le documenter systématiquement et avoir le courage de parler quand quelque chose ne semble pas normal. Madison ajouta, « Votre arrière-grand-père a de la chance de vous avoir pour veiller sur lui, tout comme notre grand-père a eu de la chance de nous avoir. » Alors que le travail de l'Institut Wilson s'étendait pour aider des familles à travers le pays, les jumelles réfléchissaient souvent au voyage remarquable qui avait commencé avec 2 jeunes filles effrayées de 13 ans se levant dans une salle d'audience pour défendre l'honneur de leur grand-père. Elles avaient appris que la justice n'était pas une destination, c'était un choix quotidien de protéger les vulnérables, de chercher la vérité et de croire en la possibilité de rédemption pour toute personne prête à assumer la responsabilité de ses actes. La voix de Robert Wilson vivait dans chaque famille qu'elles aidaient, chaque soignant qu'elles formaient et chaque jeune qui apprenait que l'âge n'était pas un obstacle pour défendre ce qui est juste.
Son plus grand héritage n'était pas l'argent qu'il avait protégé ou l'innocence qu'il avait maintenue, c'était l'exemple qu'il avait donné de la façon dont l'amour, la patience et une intégrité inébranlable pouvaient transformer la tragédie en triomphe et la douleur en dessein. L'histoire qui avait commencé par des accusations et s'était terminée par une justification était devenue quelque chose de bien plus grand. Un témoignage de la puissance de la famille, de l'importance de la vérité et de la possibilité infinie pour les gens d'apprendre, de grandir et d'utiliser leurs expériences pour servir les autres avec compassion et sagesse.